Mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions en recevant Monsieur Wejdi Mouawad, directeur du Théâtre de la Colline. Bonjour monsieur. Vous êtes metteur en scène, dramaturge, comédien et dirigez ce théâtre national dédié à la création contemporaine depuis 2016. Vous avez d'ailleurs été renouvelé dans vos fonctions il y a quelques mois par la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant notamment. Il est important pour nous d'analyser la façon dont les acteurs publics et privés s'emparent du sujet des violences dans le monde de la culture. Peut-être pourriez-vous nous indiquer la façon dont, à la fois dans votre programmation, mais aussi en tant que dirigeant d'une structure employeuse, vous prévenez et gérez les violences, notamment sexistes et sexuelles. Je pense que nous reviendrons aussi sur la polémique née de votre refus de déprogrammer en 2021 deux artistes. L'un condamné pour meurtre de sa compagne ayant purgé sa peine, et l'autre visé par une plainte pour viol classée sans suite. Cette décision soulève des questions éthiques très intéressantes et nous aurons l'occasion d'en débattre. Je vous rappelle, avant de commencer évidemment, que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pour 45 minutes, je vous propose de vous rappeler l'article 16 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui impose à toute personne entendue par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous propose donc d'allumer votre micro, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Vous donner le planche ce matin. Je le jure. Je vous remercie. Peut-être je vous laisse le temps pour un propos liminaire, ou vous souhaitez qu'on entame directement les questions, c'est comme vous préférez. Je propose qu'on commence par les questions. Comme ça, si jamais il y a une question qui nécessite un peu de contextualisation, je la ferai D'accord, de manière appropriée. Voilà. Ok, très bien. Ça nous laissera plus de temps. Alors peut-être on va commencer par une question un peu simple. Est-ce que vous pourriez nous présenter la structure que vous dirigez, le Théâtre de la Colline, et combien d'employés, combien de séances, enfin de présentations, de représentations, etc. Eh bien, le Théâtre de la Colline, le Théâtre national de la Colline est un théâtre qui est... alors, je vais commencer par dire peut-être ce qui est le plus important. C'est un théâtre qui est dédié à la création contemporaine, au théâtre contemporain. C'est assez important à dire parce que ça a des conséquences par rapport, de manière vraiment très structurelle sur toutes les questions qu'on se pose, et entre autres celle-là. C'est que pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici parce que ce n'est pas le moment, mais en France, le théâtre, depuis les années 80, c'est beaucoup articulé autour du metteur en scène. C'est-à-dire le metteur en scène est vraiment la figure centrale. Ce n'est pas nécessairement comme ça dans tous les pays. Au Québec, où j'ai vécu pendant très très longtemps, le théâtre est articulé autour de l'auteur, c'est-à-dire la figure, pour le dire simplement, que désirent les institutions en France, c'est le metteur en scène. Pour schématiser, mais vraiment, je schématise, et ce n'est pas du tout non plus... voilà, il y a des nuances à tout ça, mais pour aller vite, on va dire, le directeur d'une structure comme un théâtre national désire un metteur en scène. Il désire un metteur en scène. Le metteur en scène, lui, désire un auteur. Donc... je vais vous donner un exemple très très simple. Au Théâtre de la Colline, en 2008, quand c'était Alain Françon qui était le directeur, Stanislas Nordet, qui est metteur en scène, a été invité à faire une mise en scène, et Stanislas a eu envie de monter une pièce que j'avais écrite. Donc, d'une certaine manière, je n'étais pas le désir du théâtre, j'étais le désir du metteur en scène. Quand je suis arrivé à la Colline, j'ai voulu d'une certaine manière inverser la chose et faire en sorte que l'auteur devienne le désir du théâtre. Donc très concrètement, ce que ça a comme effet, c'est que depuis 2017, tous les auteurs qui ont été présentés à la Colline sont tous vivants. Il n'y a pas d'auteur mort, puisque je commence par appeler les auteurs, les personnes que je rencontre et autour duquel s'articule le projet artistique, ce sont les auteurs. Or, les auteurs... Si vous prenez un metteur en scène qui veut monter une pièce, la pièce, à 95% du temps, est déjà écrite. Quand la pièce est déjà écrite, je vais prendre une pièce assez importante, des pièces d'Edouard Bond ou les pièces de Sarah Kane, elles sont déjà écrites, vous avez le nombre de personnages, donc on peut savoir combien de costumes il faut faire, mais surtout, vous pouvez savoir quelles sont les scènes compliquées. Par exemple, dans la pièce, vous dites « Ah, il y a un meurtre ».
il y a un viol, il y a des scènes donc complexes. C'est, comme elles sont écrites, donc on peut les voir, on peut les appréhender à l'avance. Mais quand c'est les auteurs, dans mon cas par exemple, quand je commence à répéter, la pièce n'est pas écrite. L'histoire est là, les acteurs se sont engagés sur un rapport de confiance, on répète très longtemps, et l'écriture s'élabore au fur et à mesure des répétitions. Si par exemple il y a une scène complexe, mettons un meurtre ou une scène de viol ou une scène qui met en scène un rapport extrêmement violent, cette scène elle va arriver parfois à la dernière minute, c'est-à-dire l'auteur arrive, je parlais pour moi, je vais arriver et dire je crois que là il y a une scène vraiment importante où un personnage va tuer l'autre. Elle arrive le jour même. Donc on s'installe et on lit la scène. Alors, vous voyez, donc, je reviendrai, si vous voulez, plus tard sur comment on gère ce genre de choses. Mais cette différence fait en sorte que dans la manière avec laquelle on va aborder les textes, les scènes complexes, ne se fait pas de la même manière quand c'est un auteur qui arrive et qu'il est lui-même metteur en scène de son œuvre, que lorsque c'est un metteur en scène qui a déjà une pièce déjà écrite à l'avance. Et ça, c'est le fait de la mission de la colline qui est dédiée aux écritures contemporaines. Donc ça, c'est la chose pour moi qui est vraiment importante à dire. Pour arriver à faire ce travail-là, il y a une équipe qui va des comptables à l'administration, à l'équipe technique. À la colline est d'une certaine manière le plus petit théâtre national parmi les théâtres nationaux. Elle compte 86 employés, enfin à temps plein, mais elle engage des intermittents parce que le nombre de représentations, les créations, les répétitions nécessitent un nombre de personnes plus important que l'équipe permanente. Donc, bonjour. Donc, ça fait en sorte que on est, il y a deux salles, pardon, il y a une petite salle qui est transformable de 200 places et il y a la salle du théâtre qui, elle, compte à peu près 700 places, 650 places. Et lorsque les deux salles sont et on a 3 salles de répétition, donc quand tout le théâtre est occupé, on peut être à peu près 400 ou 450 personnes à travailler dans le théâtre, incluant les intermittents. Voilà ce que je peux dire. Ah oui, on va faire peut-être, ça varie, mais on peut être entre 18 productions par année qui sont présentées. La particularité de la colline, c'est que chaque spectacle peut jouer très longtemps. On peut jouer des spectacles pendant 1 mois. Donc c'est aussi une donnée importante parce que ça veut dire une cohabitation à long terme entre les artistes et les équipes permanentes. Et puis on va avoir peut-être 200 levées de rideaux par année à peu près. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, Erwan Balanant, avez-vous une question ? J'ai une question sur les termes. J'ai une question sur les termes que vous avez employés et sur le verbe que vous avez employé, désir. Alors c'est certainement un beau verbe, mais c'est pas toujours un verbe qu'on emploie dans le monde professionnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est un beau verbe, hein, je suis d'accord avec vous. Mais le directeur de théâtre, vous l'avez dit, désire un metteur en scène, qui lui-même a désiré un auteur ou l'auteur a désiré le metteur en scène. Voilà. Et puis, vous allez avoir un moment un metteur en scène qui va désirer des comédiens. Et vous voyez que c'est là que commencent un peu nos histoires. C'est-à-dire que la relation de travail qu'il peut y avoir entre un comédien, une comédienne, son metteur en scène, la production du théâtre, la notion de désir peut être assez problématique. Elle a peut-être simplement envie de travailler, de se produire, d'exprimer toute sa sensibilité artistique. Mais est-ce que le terme de désir est le terme le plus adéquat dans une relation de travail qui doit être une relation de travail qui doit respecter des règles, les mêmes règles que le travail pour quelqu'un lambda, que pour vos employés qui travaillent dans les supports, dans les fonctions support de votre théâtre. Je voulais juste vous interroger là-dessus parce que c'est assez marquant et on voit bien que dans nos problématiques depuis le début, la question un petit peu de la puissance, d'Imurge,
du créateur qui désire des choses et qui veut des choses et qui a cette pulsion de création. Vous voyez, les termes peuvent être parfois entraîner une certaine confusion par rapport à tout simplement l'envie de travailler dans des conditions de travail qui sont des conditions de travail de sensibilité artistique, certes, mais pas toujours de recevoir le désir de quelqu'un où on n'a pas nécessairement ce désir-là. Alors je sais bien que vous l'avez employé de façon métaphorique, mais je veux bien avoir l'explication du choix de ce terme. Monsieur Mouawad. Oui, j'insiste, le mot désir est très très important. Moi, par exemple, je suis un auteur. Si j'ai pas toujours été directeur de théâtre, je suis un auteur, et l'auteur est souvent soumis. La raison pour laquelle je me suis mis à faire mes propres mises en scène, c'est parce que personne ne voulait monter les textes que j'écrivais. À un moment donné, je me suis dit, je vais les monter moi-même. Et donc, vous voyez, le fait de ne pas être désiré, c'est compliqué. Et l'un n'empêche pas l'autre, ça veut dire le cadre du travail. On travaille dans un théâtre qui a un CSE, qui a un syndicat, qui a un système une série de conventions collectives qui ont été entendues, signées, on arrive à l'heure, on termine à l'heure. Il y a des engagements qui sont très très précis. Comme metteur en scène, je m'engage auprès des acteurs à ne jamais leur piquer la moindre minute. Ça veut dire que jamais je ne finirai jamais je ne déborderai de l'heure à laquelle on s'est entendu, mais en échange, je leur demande de ne pas me piquer la moindre minute et d'arriver à l'heure. Et tout ça est énormément cadré, c'est-à-dire quand on répète, vous avez un régisseur général qui est là, qui a comme devoir de s'assurer que les gens ont le temps de se changer, les gens ont le temps d'aller reprendre leurs affaires, que tout ça c'est vraiment très... ça occupe, je vous dirais bien, 75% de l'organisation de notre théâtre par ces questions-là. Mais ça n'empêche pas la notion de désir. La notion de désir est une notion très importante quand on est un artiste. Quand on ne se sent pas désiré, on ne peut pas travailler. C'est très difficile de travailler. Donc ce mot-là, je comprends ce que vous dites dans le contexte dans lequel où nous nous trouvons, mais je ne pense pas qu'il faille s'interdire des mots, parce que surtout lorsqu'on est auteur, surtout lorsqu'on travaille dans un théâtre, condamner un mot, c'est déjà une... Je n'ai aucun mot. Non, la question, c'est pas de condamner un mot, c'est de savoir où s'arrête le désir, quelle est la limite au désir, en fait, dans la relation de création. Et c'est tout l'objet de notre commission d'enquête qui transforme en effet un acte de création en un désir qui lui-même est transformé en une prédation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un acte de prédation sur lequel on pose le mot désir. Et en fait, et un acte... derrière la prédation, l'acte de destruction, et nous en avons eu des témoignages extrêmement poignants, derrière le mot désir. Et donc, en fait, ce mot désir est un mot qui crée l'ambiguïté, tant sur la relation de travail que sur la limite de ce qui relève de la création et de ce qui est de la destruction et de la prédation. Je comprends ce que vous dites. Oui, pardon. Je comprends très très bien ce que vous dites, mais c'est-à-dire lorsque le mot verse dans ce qu'il peut avoir de malsain, c'est là où il y a une vigilance, une attention qui est aussi tout ce qu'on met en place depuis 2017, tout ce que le théâtre met en place pour prévenir ce genre de dérive, évidemment. Il y a une vigilance qui est naturelle lorsqu'on est en salle de répétition, du fait que c'est un travail collectif. Et si vous voulez, le théâtre a ce site un peu particulier, c'est que les choses se passent pour vrai. Quand je dis pour vrai, c'est-à-dire que il faut les répéter. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait une scène, cette scène, il va falloir la jouer 30 fois. C'est pas comme si vous la filmiez, une fois que vous l'avez filmée, c'est bon, c'est fini. Il faut la refaire. Et puis parfois, il faut la faire en tournée. Vous voyez, il faut la répéter. Et puis le réalisme au théâtre ne fonctionne pas. C'est-à-dire, nécessairement, s'il y a des scènes qui sont complexes à mettre en scène, on doit passer par des chemins
à cause de l'aspect réalité du théâtre, c'est-à-dire ça se passe pour de vrai devant vous. Tout ça, étrangement, nous protège, parce qu'il y a très peu de nudité, il y en a peu, mais il y en a très peu. À la Colline, par exemple, en 9 ans, il y a peut-être eu une scène de nudité, qui a été travaillée, mais alors en étant étape par étape, par étape, par étape. Donc il y a tout un système de protection, de vigilance qui vient des individus et du souci que nous avons en fait de protéger les gens, de protéger tout le monde. Alors justement, à propos de protection, peut-être on va rentrer dans la question de 2021 autour de Bertrand Cantat, puisque vous nous dites que vous choisissez les personnes sur la base du désir, donc manifestement vous désiriez Bertrand Cantat. Et du coup, la question, parce que c'était en 2021, c'était après sa condamnation et après sa peine de prison qu'il a exécutée. Il n'en demeure pas moins qu'il a tué sa compagne, Marie Trintignant. Donc j'aimerais que vous reveniez sur cette affaire, s'il vous plaît, et que vous nous expliquiez un petit peu le contexte dans lequel elle s'est déroulée. Elle remonte en fait à 2010 à peu près, parce qu'il y a eu un premier projet que nous avions fait qui s'appelait, qui avait pour but de réunir 3 tragédies de Sophocle, Antigone, Électre et les Trachiniennes, et de les mettre en scène ensemble. Et je me suis beaucoup posé à ce moment-là la question du cœur. Or, il se trouve que Sophocle, dans les tragédies de Sophocle, la question de la chute, de l'aveuglement et de la prise de conscience de l'aveuglement, mettons Oedipe étant l'exemple le plus classique, il découvre qui il est, il se crève les yeux, alors qu'il était convaincu, il était absolument convaincu d'être dans la lumière et d'être dans le vrai. Il découvre qu'il n'est pas dans la lumière et qu'il est dans le faux, il se crève les yeux, il chute. Toutes les pièces, les 7 tragédies de Sophocle que nous avons tournent autour de cette notion de révélation. Il y avait le cœur, et je me suis, à ce moment-là, je me posais beaucoup la question du cœur. Et en réfléchissant sur le cœur, je me suis dit, j'aimerais pouvoir faire en sorte que le cœur soit porté d'une façon à ce que tous ces thèmes soient concrets, soient réellement concrets. Et que, comme il relève du chant, l'idée de demander à Bertrand Cantat de porter le cœur, dans un premier temps, était une idée artistique qui me semblait extrêmement juste, puisque lui-même était, d'une certaine manière, la représentation de ce tragique qui s'effondre, de cette chute phénoménale qui se produit. Ok. La question qui se posait, c'était est-ce qu'il peut le faire ou pas? Alors, à ce moment-là, là, c'est vraiment important, c'est que de mon côté à moi, il y a eu beaucoup de naïveté. Mais la naïveté a ceci d'intéressant qu'elle est au fond aussi le symptôme d'une forme d'innocence. Quand je dis innocence, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée dans ma tête. Je ne me suis pas dit, il n'y avait pas de calcul. Je me suis dit de manière assez simple, il a purgé sa peine. Il y a les notions de réinsertion. Il y a le fait aussi que quelques années auparavant, nous avions été faire un atelier dans la prison pour femmes à Rennes, qui a été un moment absolument incroyablement puissant et bouleversant. Les théâtres font beaucoup de démarches auprès des prisonniers dans les prisons. Il y a cette notion de réinsertion et il y avait cette notion au fond, la dette ayant été remplie, je suis parti du principe que c'était un artiste qui était libre. Il recouvrait sa liberté. Donc, je lui demande si elle est d'accord de participer à ce spectacle en composant les chœurs, et en les recomposant et en les interprétant. Suite à ça, alors, il y a eu, pour faire ce spectacle, beaucoup de coproducteurs. Il y avait vraiment peut-être au moins une douzaine de théâtres. Donc ça, très concrètement, moi, je me retrouve dans un endroit, devant un directeur de théâtre, à qui je raconte le projet. Quand je raconte le projet, je raconte tout. Donc je dis, Bertrand Cantat va faire le projet, donc on en discute, etc. Et bon, pour arriver à faire en sorte que la production puisse exister, parce que c'est une production qui coûte beaucoup d'argent, il faut répéter longtemps, etc.
Vous voyez ? Donc, une fois que c'est annoncé, que ça devient médiatique, il y a eu une contestation. Enfin, voilà. C'était en 2011 au Festival d'Avignon. Et là, on a décidé. Alors, quand ça s'est arrivé, j'ai commencé par. En fait, ce que j'ai. Quand on me posait la question, ce que je disais, ce que je comprends, en fait, on est devant une situation un peu complexe, c'est qu'un homme redevient libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Un homme redevient libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en engageant Bertrand, là, grâce à cette espèce d'énorme scandale que ça a provoqué, je me dis, en fait, c'est vraiment une situation un peu cornélienne, c'est-à-dire que d'un côté, soit on blesse la morale, on blesse une forme d'attention à la victime, mais d'une certaine manière, on honore la justice avec ce qu'elle a même malgré toutes ses imperfections, la justice est un des socles sur lesquels repose la démocratie. Sans cette justice, on s'effondre, aussi imparfaite soit-elle. Donc, mais si on dit, d'accord, non, on va honorer, mettons, l'attention à la famille de la victime ou à la morale, mais à ce moment-là, on heurte quand même le rapport à la justice. Et aussi, dans la vague des opinions qui s'exprimaient, il y avait un panel très très large. Et les questions qu'on se posait, c'était, par exemple, on se posait, ok, mais alors, ça veut dire à vie ? Est-ce que ça veut... Parce qu'on nous disait, mais pourquoi il est sur le plateau ? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas que sa musique ? Qu'il compose une musique, d'accord, mais qu'il soit sur le plateau et qu'on se retrouve à l'applaudir, ça, c'est pas possible. Ça, c'était un des arguments qui était donné et que j'entendais. Alors, on a fait une série de représentations où il n'était pas sur le plateau. Il y avait sa voix, il y avait les musiques qui jouaient, mais il n'était pas là. Parce qu'on a fait quand même la tournée. Il y a eu 2 ou 3 théâtres qui se sont retirés, mais la plupart du temps, on a pu tourner le spectacle et on a accompagné le spectacle de débats avec le public autour de cette question. Ça a été extrêmement, je vais dire, formateur. Ça nous a énormément fait réfléchir sur ces questions-là, bien avant MeToo, bien avant toutes ces questions-là. En 2021, alors, là encore, c'est naïf. Mais moi, je me dis quoi ? Alors, le projet, c'est quoi ? C'est Mère. C'est un projet qui s'appelle Mère, qui s'adapte, qui raconte, qui met en scène quelque chose d'assez biographique. C'est l'histoire de ma mère quand elle est à Paris, pendant qu'il y a la guerre civile, et mon père est au Liban, et on n'a pas de nouvelles, et ma mère est devenue folle. Et la seule chose qui tenait ma mère, c'était la radio. Et elle écoutait des chansons de Charles Aznavour, etc. Et c'était la seule chose qui lui permettait de tenir un tout petit peu et de ne pas sombrer dans une... Enfin, bref. Et je m'étais dit, j'aimerais bien faire en sorte que les chansons qu'elle écoute, Adamo, Tombe la neige, etc., toutes ces chansons-là, puissent être des hurlements, puissent exprimer la douleur et la souffrance de cette femme, et que ces chansons-là soient exprimées par une sorte de guerre pas possible, donc de reprendre les chansons, mais de les rechanter comme s'ils étaient plutôt hurlés. La seule personne qui, dans mon esprit, pouvait faire ça, c'était Bertrand Cantat. Et là, je me suis dit, mais bon, là, c'est que la musique. Il n'est pas sur le plateau. Il n'est pas sur le plateau. Puis, puis toujours un peu la même question. Est-ce que c'est à vie ? Est-ce que c'est une condamnation à vie ou c'est une condamnation... Enfin, c'est quoi un homme libre ? Et c'est quoi la réinsertion ? Et pourquoi est-ce que quand on va faire des projets avec des prisonniers, tout le monde trouve ça formidable ? Et là, c'est pas formidable. Et là, c'est des questions. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est qu'on était un peu laissés à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un cadre. Je me suis dit, mais bon sang, ça serait super si au moment où la sentence est prononcée, le juge disait à une personne qui a un travail public, vous êtes condamné pour tant. Une fois que vous aurez fini votre peine, si vous l'avez bien fait, eh bien, vous n'aurez pas le droit d'exprimer votre art pendant tant d'années, mais après, c'est bon. Il y avait un cadre qui nous manquait, parce que je nous sentais laissés à nous-mêmes. Un peu laissés à nous-mêmes, c'est-à-dire à qui nous-mêmes ? Moi qui pense ça,
l'autre qui pense à l'inverse, et dans cette espèce Et au fond, personne ne disait quelque chose qui était contre la loi. Moi, quand je posais ces questions, quand j'affirmais mon opinion, je ne disais rien qui puisse être, mettons, il n'y avait pas de propos antisémites, il n'y avait pas de propos racistes, il n'y avait pas de propos homophobes. Donc, et l'autre personne qui était contre l'idée que je puisse demander à Bertrand Cantat de faire la musique était aussi dans la même position. Donc, quel cadre il y avait des gens de l'équipe de La Colline qui me disaient, par exemple, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte qu'il n'y ait que la musique, mais pas sa voix? Okay. Donc là, on est un peu... On n'a pas de cadre. On invente. Ouais. Donc ça, c'est le cas de Bertrand Cantat. C'est un cas tout à fait différent de celui de Jean-Pierre Barrault qui a été en 2021, parce que le classement sans suite, c'est beaucoup plus diabolique, en fait, comme situation. Alors, attendez, juste, est-ce que vous voulez poser des questions sur Bertrand Cantat et on passe à oui, Barrault? pas sur votre micro, monsieur. Oui, pardon. Non, pas sur Bertrand Cantat, mais sur ce que vous soulevez comme problème. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que d'être sur le sujet. C'est vrai, c'est quoi un homme libre et c'est quoi quelqu'un qui a purgé sa peine? C'est une vraie question, et c'est une question qui traverse la société, mais qui est problématique quand vous avez des personnes en visibilité et qui vont pouvoir heurter soit des victimes, soit des familles des victimes, soit des sensibilités qui luttent contre les fléaux des homicides, des féminicides, etc. Donc c'est compliqué. Donc moi je pense que la question, et je crois que vous l'avez fait, et peut-être que c'est ça que j'aimerais bien avoir comme réponse, comment vous avez accompagné ça? Parce que moi je me souviens de 2010, du cataclysme que ça avait été. Je m'en souviens parfaitement, ça m'avait interpellé. Et à l'époque j'avais moins... comment dire, objectiver, moins travailler la question de ce que c'est d'être un homme libre après avoir purgé sa peine. Vous avez mis une idée, une solution qui est quelque chose qui existe déjà, puisqu'il peut y avoir des interdictions d'exercer certains métiers pendant des temps donnés. Est-ce que c'est quelque chose qui, je crois que vous l'avez dit, qui vous sécuriserait? C'est-à-dire, la personne fait 20 ans de réclusion criminelle et c'est assorti de... X années d'interdiction d'exercer tel type de métier. Bon, c'est quand même, ça reste un peu problématique pour certaines personnes, parce que certaines personnes, une fois qu'ils se seront réhabilités, qu'ils auront fait amende honorable, parce qu'il y a ça aussi, il y a la question de la rédemption, qui est un peu une question un peu morale et religieuse, mais il y a la question de la réhabilitation et du rachat, qui est une chose un petit peu différente, et donc de la réinsertion. Et comment on gère ça? Est-ce que vous auriez des idées de cette... expérience qui n'est pas inintéressante, parce qu'on a beaucoup de personnes qui vont être condamnées, parfois pour des faits beaucoup moins graves que celui de M. Cantat, mais qui auront le droit, une fois qu'ils auront purgé leur peine, et surtout qu'ils auront fait amende honorable, et qu'ils auront démontré qu'ils avaient compris, qu'ils pourront sans doute travailler. Et ça peut même être intéressant de les faire travailler, je pense. Je vous propose de répondre, s'il vous plaît, en 3-4 minutes, comme ça on a le temps de... Non, mais je comprends aussi que ça nécessite de longs développements. Vous avez dit, est-ce que ça vous rassurerait, ou est-ce que ça vous... Oui, ce que je peux dire, c'est qu'on se sent un peu seul devant ces questions-là. Concrètement, on se sent un peu seul. Je pense que être accompagné par la justice sur ces questions-là au cas par cas serait une voie vraiment intéressante, c'est-à-dire ça serait une solution, mais d'être accompagné par la justice, pour moi, c'est vraiment crucial, parce que la justice pose un cadre, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais le cadre est celui-là, et bon ben voilà, on s'y fait, parfois le cadre va correspondre à ce à quoi on pense, parfois non. Et ce cadre-là, ce que je trouve vraiment important, c'est qu'il soit récupéré par la justice, et que la justice puisse faire son travail de progrès, de progresser, mais que ce soit elle qui nous cadre ces questions-là, plutôt que ce soit une bataille d'opinion avec toute la violence que ça peut engendrer, parce qu'elle devient hyper viscérale, on va revenir là-dessus. Voilà, et on devient... Voilà. Madame Legrain, et après je m'inscris pour une question.
Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour ces échanges qui vraiment touchent au nœud de l'articulation entre le rôle de la culture et le rôle de la justice. Et on est souvent confronté à cette articulation-là dans cette commission. Et justement, vous rappelez le fait que la justice, elle passe par l'institution judiciaire, par des décisions de justice. Mais d'ailleurs, les décisions de justice, elles disent que quelqu'un doit purger sa peine. Et c'est la justice qui s'occupe de faire purger les peines. Mais elle ne dit pas non plus qu'ensuite, il y a une obligation, une fois que la peine est purgée, à donner tel ou tel statut à la personne. On se pose la même question aussi en matière politique, dans d'autres matières. C'est-à-dire, il y a un geste. Après, il y a un questionnement à avoir sur le geste qu'on fait et le sens qu'on donne à la mise en avant, parce que l'œuvre artistique contribue à mettre en avant une personne et au discours qui est associé. Donc moi, j'entends avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites sur que vous trouviez que c'était la bonne personne précisément parce qu'elle avait purgé sa peine. Mais dans cette affaire-là, c'est encore, moi, c'est ce qui me frappe, c'est que du coup, c'est encore l'auteur des faits qui est au centre, hein, c'est-à-dire de se dire, il a purgé sa peine, il a une expérience quelque part qui va dire quelque chose dans l'œuvre d'art, cette expérience de la chute tragique. Et en fait, nous, dans cette commission, on assiste à beaucoup de tragique, qui est le tragique des victimes. Et c'est ça qui est en fait difficilement conciliable, c'est-à-dire de dire la justice et la réparation pour les auteurs, enfin, qui est cette réflexion-là. Mais elle est où la réflexion sur la place de la parole des victimes? Donc là, il y a une victime décédée, mais il y a des personnes qui se mobilisent, un mouvement féministe. Par exemple, dans votre geste de programmation, est-ce qu'à un moment ou un autre, ce mouvement féministe, vous lui avez donné une place dans votre geste de programmation, dans vos gestes artistiques? Je le dis parce que moi, j'ai lu des articles où vous assimilez le mouvement féministe à de l'inquisition. Enfin, je comprends votre... Non, mais j'ai lu des propos, voilà, et en fait, j'ai besoin de vous entendre. Mais c'est ça, c'est très important. Il faut se dire que le discours sur l'inquisition est un discours qui sert à faire taire des mobilisations féministes et à faire taire des victimes. Donc, il y a quel discours artistique on peut avoir aussi sur la place de celles qui disent, en fait, il peut y avoir une décorrélation entre l'art et la violence, etc. Et je crois que vous allez arriver à la question autre, mais pour moi, ce n'est pas des questions totalement séparées, mais la situation d'un homme qui est mis en cause, mais vous allez en parler, et qui a été, où il y a eu un classement sans suite, là, vous semblez considérer que le classement sans suite, c'est une décision de justice qui est innocente, alors que vous pouvez aussi décider de prendre des mesures de précaution en tant que... Mais bon, c'est peut-être l'autre sujet qui viendra après. Merci, juste parce qu'il faut absolument que M. Mouawad sorte à 45. Donc en fait, on a un temps très limité. Allez-y, je vous laisse répondre pour quelques minutes. Je ne veux pas rentrer dans un débat, j'ai dit ça, j'ai pas dit ci, parce qu'on n'a pas le temps, il y a quelque chose de plus important. Parce que j'ai jamais dit que le mouvement féministe, j'ai jamais assimilé le mouvement féministe à l'inquisition, jamais, parce que ça serait à l'encontre de... C'est bien que vous le disiez. C'est pas possible, j'ai pas dit ça. Mais je vais pas rentrer dans qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Ce que je trouve vraiment... je veux répondre à la question que vous avez posée sur la parole de la victime et les paroles des victimes. Alors, ça c'est vraiment... Là, on a un outil. Quand vous êtes directeur d'un théâtre, vous avez un outil, c'est le théâtre, c'est énorme. C'est-à-dire que vous avez... c'est le rôle du directeur. Voilà, peut-être que je programme. Donc, je programme, au plus, je peux avoir 18 spectacles, mais on a à peu près 200 demandes, au moins, par année. Donc je passe beaucoup plus mon temps à dire non qu'à dire oui. Alors pourquoi je dis oui? En fonction de quoi je dis oui? Alors il y a une des fonctions sur laquelle on a énormément travaillé depuis 2017, c'est déjà l'égalité des programmations entre les metteurs en scène hommes et les metteurs en scène femmes, les auteurs femmes et les auteurs hommes. Bon, la grande victoire, ça a été l'année dernière, quand on a réussi une année à avoir plus de femmes que d'hommes dans la grande salle. Parce que petit à petit, il y avait une illusion d'optique. Quand vous regardiez la programmation, on avait une parité. Mais c'était une parité pas tout à fait juste, parce qu'il y avait le grand théâtre était beaucoup plus masculin que le petit théâtre, et c'était le petit théâtre qui créait la parité. Mais le travail pour arriver à une parité dans le grand théâtre, donc dans la puissance, entre guillemets, 700 spectateurs par soir pendant un mois, ça, on y est arrivé l'année dernière. Et or, de quoi parlent les femmes, la plupart du temps, des auteurs, c'est précisément cette question-là depuis MeToo. Enfin bon, ce sujet, il est récurrent dans la programmation et alors je vais reprendre le terme, dans le désir des autrices
autrices de parler d'un sujet en particulier. C'est de cet auteur-là, c'est de ce sujet dont elles veulent parler, et surtout, elles veulent en parler dans un contexte où leur distribution est plutôt féminine, et là, il y a vraiment un accompagnement qu'on fait entièrement par le théâtre pour arriver sur des débats, sur des rencontres publiques, même sur les équipes qui accompagnent le spectacle, les équipes de machinistes. C'est un machiniste, on pense homme, mais arriver à faire en sorte que dans l'équipe de machinistes, on ait de plus en plus de femmes que d'hommes, autant de femmes que d'hommes pour accompagner ces projets-là. C'est toute cette espèce de métamorphose que la libération des femmes a produit sur le théâtre, nous a amené à faire, Pardon, non, allez-y, mais je suis désolée parce que je vois bien que je vous frustre, mes excuses. Monsieur le rapporteur, vous aviez une question. Alors, du coup, attends, juste termine si c'est pas là-dessus. Tu avais une question. Non, je laisse. Moi, j'ai des questions, mais pas D'accord, là. ok. Moi, je voudrais juste revenir à cette question du cadre parce que, comme vous le dites, elle est extrêmement importante. Je pense que déjà, il faut savoir de quel cadre on parle. C'est-à-dire que vous parlez du cadre juridique dans lequel, en effet, il y a des décisions qui sont prises, il y a des peines qui sont exécutées ou des classements sans suite, etc. Le mouvement féministe parle depuis un autre cadre, qui est le cadre des 120 féminicides par an en moyenne, qui ne diminue pas et qui, du coup, installe un combat politique pour sauver des vies de femmes. En fait, il faut bien comprendre cela, c'est que c'est pour sauver des vies de femmes. Et je crois que, et je voudrais vous le dire aussi, et j'entends que vous disiez toute la complexité de la réflexion que vous avez eue, mais je voudrais aussi que vous entendiez que je pense qu'il n'y a aucune féministe qui est contre la réhabilitation. Par contre, les féministes, le mouvement féministe et les personnes qui sont dans ce mouvement ne souhaitent pas qu'il y ait une mise en valeur des personnes qui ont commis un acte. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment l'entendre. C'est-à-dire que personne, et je pense qu'aucune d'entre nous ne dira jamais il ne doit pas exercer un métier, il ne doit pas avoir... Par contre, nous disons que ça n'est pas n'importe quel métier que de se faire applaudir. Ça n'est pas n'importe quel métier que, même s'il n'est pas sur le plateau, d'avoir des droits d'auteur et une valorisation de son travail. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre du profil bas dans ces crimes-là particulièrement, que ce soit les féminicides, les viols, etc., qui n'existent pas aujourd'hui et dont il est un combat politique que de l'obtenir, ce profil bas. Parce que profondément, c'est un respect des femmes. Et donc, voilà, c'est ça qui se joue, en fait, plus que la justice. Voilà. Monsieur le rapporteur. Ouais, si je peux compléter, parce que on a peut-être une toute petite différence. Moi, je crois que le point central, c'est le respect des victimes et des gens qui peuvent être blessés par... Je ne partage pas complètement la question du profil bas, me gêne parce que ça empêche pour certaines personnes de faire leur métier. Quand vous êtes chanteur, vous ne pouvez pas faire profil bas, vous chantez. Et donc, c'est là-dessus qu'on a peut-être quelque chose à trouver sur l'accompagnement. Et peut-être, et je le dis, et ça va dans le sens de Madame la Présidente, et c'est peut-être une certaine façon de faire profil bas, c'est de se... Je crois que c'est le bon terme, se déconstruire et faire amende honorable et démontrer par son attitude, démontrer peut-être par les choix, les thèmes que l'on fait, que l'on a compris et que l'on va lutter contre ce fléau aussi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être c'est un peu naïf, mais j'ai du mal à imaginer que quelqu'un qui a cette pulsion créatrice, même si je n'aime pas ce terme, on en a parlé, puisse être interdit de cette pulsion créatrice. Ça peut même être peut-être dangereux aussi. Voilà, la réhabilitation, la réinsertion, elle est... moi, je considère que chacun a droit à une deuxième chance. Je le dis. Madame Legrain. Oui, du coup, pour arriver peut-être à la question de Jean-Pierre Barrot, parce que vous avez dit qu'il y avait quelque chose de... voilà, mais qu'il y avait quelque chose de maléfique, ou je ne sais pas quel est le terme que vous avez employé sur le classement sans suite, diabolique. Non, parce que là, ça nous pose un autre sujet, une question que j'ai envie de vous poser. Si vous avez des alertes, vous entendez parler de témoignages, il n'y a pas de décision de justice, ou il y a eu une décision de justice qui a dit on n'a pas assez d'éléments. Vous, à quel moment vous considérez, vous prenez au sérieux les alertes qu'il y a, les plaintes qu'il y a pu avoir, en justice ou pas en justice, les témoignages, et vous vous dites, ça induit d'abord mes responsabilités en termes de respect du droit du travail, de protection
des personnes qui sont présentes dans le théâtre, etc., mais aussi mes responsabilités en tant qu'artiste, en tant que programmateur, quelqu'un qui va... Voilà. À quel moment, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir à un moment déterminer parce que là encore, vous aviez réagi en considérant quelque part que le classement sans suite, mais c'était peut-être un autre moment, mais peut-être que vous avez évolué là-dessus, mais comme si le classement sans suite valait le fait que vous n'aviez pas à vous poser la question de ce que ça signifie, en fait, de continuer à travailler avec quelqu'un, et donc de ne pas entendre aussi des propos qu'il y a dans la société qui donnent une alerte. Voilà. Non, je suis vraiment désolé, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Si vous lisez attentivement ce que j'ai écrit, il y a vraiment une différence. Ce que je dis dans... alors, pour répondre d'abord à la première question, à quel moment? Dès le début. Dès qu'il y a une alerte, dès le début, on écoute. Dès le début, on écoute. Il n'y a pas de... on est 84. Et puis, je peux vous assurer que dès le début, les 84 écoutent. On a eu une affaire en interne. Dès le début, on a écouté. Donc la question ne se pose même pas. Quand je dis que le classement sans suite est compliqué et diabolique, c'est parce qu'il met tout le monde dans un espace impossible. La victime en premier lieu, qui ne verra jamais ses douleurs reconnues par la société, la personne qui est accusée en deuxième lieu, qui est dans les limbes à jamais, parce qu'elle n'aura pas les moyens de se défendre, qui ne sera pas blanchie ou innocentée, ni même culpabilisée, ce qui est beaucoup plus simple au bout du compte, puisqu'elle pourrait passer par le processus judiciaire et arriver à une situation où on pourrait dire « tu as une dette, tu la payes, après on verra comment ça va se passer ». Et surtout, le nombre de classements sans suite. Moi, c'est surtout ça. C'est 99,4%, on le rappelle, des plaintes pour viol qui ne sont jamais instruites. Le nombre de classements sans suite est symptomatique d'une défaillance pour moi qui est vraiment importante. Là, c'est-à-dire quand on dit... Bon, il n'a jamais existé une société, quelle soit archaïque ou pas, qui a créé un système de justice qui soit parfait. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. La justice est toujours imparfaite. Mais elle est le socle avant la vengeance, avant qu'on vire. Elle est fondamentale. Mais s'il y a un endroit, je pense, où elle doit énormément évoluer, c'est sur ces questions des classements sans suite. Je ne sais pas comment le faire. Nous, ce qu'on met en place, ce qu'on a mis en place après cette question-là, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un, parce qu'il y a cette idée de présomption d'innocence qui est là aussi, mais à partir du moment où un artiste, quel qu'il soit, qui rentre dans un processus de garde à vue, etc., c'est qu'il se retire. C'est qu'il se retire du projet. C'est qu'on le retire. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une décision de justice qui n'a pas été prise. C'est ça que j'ai marqué dans le texte. Donc c'est pas vrai. Je trouve ça vraiment important parce qu'en plus mais vous faites bien, et c'est enregistré et ce sera au compte rendu. Oui. On arrive à la fin, de cette audition parce qu'on m'a dit qu'il fallait que vous respectiez, voilà, absolument. Moi, je voudrais juste dire quand même que quand il y a plein de gens à qui on demande de changer de métier en fait de mille et une manières et que quand il y a eu des violences sexuelles dans l'entreprise, on demande aux gens de changer de métier et qu'en fait, ça fait partie du processus en fait et qu'il n'y a pas de pulsion créatrice qui serait un peu supérieure à tout le reste, du moins est-ce ma position, mais par contre il y a une réflexion politique à mener et je répète et je le redis en conclusion que oui, il y a la discussion autour de la justice qui est une discussion en soi et qui mérite un débat politique en soi, mais il y a aussi un autre débat qui est celui dont je vous parlais, qui est du combat féministe en tant que lutte sociale, en fait. Et que cette lutte sociale est la seule qui soit à ce point-là contestée dès lors qu'elle se présente en lutte sociale. Je vous demande juste de l'entendre. Je vous remercie beaucoup, monsieur.